Quelque part à l'ouest de Mulhouse coule la Thur. Cette rivière a donné son nom à une vallée que nous allons découvrir aujourd'hui. Que l'on soit huilier dans un moulin du 18e comme Jean-Noël, graveur de génie comme Pierre, guide pêche comme Jean-François ou tout simplement amoureux de la nature comme Carole et Christian, cette vallée de la Thur, c'est un peu le paradis sur terre, dépasser la ville de Thann et entrer au pays des merveilles. Bonjour Caroline. Je vous présente l'huilier de Storkenzand. Oui, l'huilier de Storkenzand, tout à fait. Vous êtes un mordu d'huile. Oui, j'ai baigné dedans pendant un moment, oui. Alors vous travaillez avec ce vieux monsieur qui date du 18e siècle. Effectivement, on travaille dans ce moulin, donc moi depuis 10 ans. Ouais. L'association existe depuis 20 ans et on fabrique de l'huile de noix à façon en travaillant avec ces vieilles machines et c'est surtout ce vieux savoir-faire qui a presque 300 ans. Presque rien n'a bougé ici. C'est dur, il faut conserver le patrimoine dans son état, mais au-delà du patrimoine, ce qui est important, c'est de se rappeler et de transmettre les gestes qui permettent de le faire tourner. On a une rivière, un canal d'amener qui prélève une partie de l'eau, l'eau arrive au-dessus de la roue et ensuite avec un système de trappe, l'eau va tomber sur la roue et à ce moment-là, eh bien, comme on le voit de temps en temps, ça permet d'entraîner les engrenages. À partir du moment où les engrenages tournent, on peut entraîner la meule pour commencer par broyer les cernes aux noix, ensuite cette pâte on va la chauffer, puis la presser. On peut goûter? Bien sûr. Quelles sont les propriétés? Alors, l'huile de noix, tout comme l'huile de noisette, sont des huiles réputées pour la diététique, tout simplement parce que aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes de cholestérol. Et l'huile de noix, malgré le fait que ce soit gras, c'est un produit qui permet d'équilibrer, on va dire, son cholestérol. Et c'est aussi très bon pour la mémoire. C'est vrai. Voilà. Donc vous vous souviendrez de moi quand je partirai. Sans problème. Vous en servez pourquoi, vous personnellement? Ah ben, je ne vais pas vous donner mes recettes à moi quand même. Oui, on est entre nous. D'accord. Alors, si on est entre nous. Alors moi, je préfère l'huile de noix, c'est sur des pommes de terre tièdes. Je vais rien apprendre à personne, mais c'est vrai que quand d'ici un mois, les rades vont sortir, les rades juste chaudes, cuites à la vapeur, hein, pas à la poêle, coupées en petites tranches avec un filet d'huile de noix, c'est vraiment ce que je préfère. Ça, c'est pas mal. Il y avait énormément de moulins dans cette région d'Alsace. Hein. Alors, même dans toute l'Alsace, c'est vrai que l'huile de noix était énormément produite, fabriquée. Dans le Sundgau, pas loin d'ici, il y avait jusqu'à 200 moulins qui fonctionnaient. Dans le moulin ici, on reçoit des groupes, on reçoit les scolaires, on est ouvert aussi pendant tout l'été, mais dans un souci de transmettre un savoir-faire, de montrer comment on travaillait dans le temps. Mais le gros de la production, les 800 familles qui viennent au moulin, on leur fabrique leur huile dans la nouvelle huilerie. Voilà, vous avez des noix, des noisettes chez vous, vous venez ici et l'association vous la transforme en huile. J'ai des noix dans mon coffre, ça tombe bien? Eh ben on y va alors. Avant de transformer les noix en huile, je vous propose de faire un détour à 2 pas du moulin du côté du pavillon des créateurs du parc de Weserlin. Parmi la dizaine d'artistes et d'artisans de ce pavillon se trouve un homme hors du commun, Pierre Spalajkovic est graveur. Ses mots chantent sa Serbie natale et ses mains creusent des plaques de cuivre à la recherche de la perfection. Mon grand-père était un très grand homme et il avait une bibliothèque absolument époustouflante. Et il y avait aussi une loi, c'est que les enfants, avant l'âge de 8 ans, n'ont pas le droit de rentrer dans la bibliothèque. Eh bien, quand j'ai eu mes 8 ans, j'ai eu le droit de rentrer dans la bibliothèque et je ne vous dis pas la fascination de ce que j'ai découvert là-bas. C'était ces vieilles bibliothèques où il était du sol au plafond ouverte, c'était plein de livres, de livres, de livres, de livres. Et il y avait un petit coin de mur qui était vide et sur lequel il y avait une gravure. Et là, je me suis approché de cette gravure et elle m'a aspiré.
il y a quelque chose qui s'est dégagé de cette gravure, de ces lignes, c'est la magie de la taille douce. Une gravure en taille douce, en réalité, c'est la gravure en creux. La matrice qu'on fait, ou le cuivre, il faut graver en creux le message à imprimer. Ici, il y a justement une eau-forte de Saint-Michel que j'ai fait d'après Schongauer. Ces tailles en creux doivent être remplies avec de l'encre. L'encre est très particulière, très spéciale, de telle façon que la durée de vie d'une estampe faite en taille douce peut dépasser 4-5 siècles. C'est un portfolio avec l'hommage à Dali, ou je l'appelle aussi le double portrait de Dali et Gala. Il y a 9 pièces où chacune raconte une histoire, où chacune est un clin d'œil, mon clin d'œil, sur une partie de sa vie, sur une œuvre. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui prétendait que n'existe que les choses qu'on peut voir. Je voulais créer quelque chose qui existe, mais qui ne se voit pas. Enfin bref, il y a 9 pièces qui sont chacune une unité pour soi, mais quand on les assemble dans un certain ordre, on obtient le portrait de l'homme. Dans chacune de ces pièces se trouve caché aussi le code du visage de Gala. Mais pour qu'il puisse devenir visible, il faut arranger les 9 pièces dans un autre ordre. Cet hommage à Dali a fait de Pierre un génie de la gravure. Il a fait le tour du monde, alors certains diront « Mais que fait-il ici, au fin fond de la vallée de la Thur ?» Réponse de Pierre. Ici, je trouve une sérénité pour le travail et c'est ce qui est essentiel. Le matin, quand je rentre par cette porte et que je m'assois dans ma tente de graveur que j'ai créée et tout ça, c'est fantastique. Vous êtes bien ici? Je me sens très très bien, oui. Je me sens très très bien. Jean-Noël, quand je viens ici avec mes noix, qu'est-ce qui se passe? Vous les pesez? Alors tout d'abord, effectivement, on commence par les peser, on contrôle la qualité et une fois qu'on est sûr de cette qualité, on va commencer la transformation. Donc on commence par le broyage, c'est-à-dire que la meule, lorsqu'elle va tourner, elle va cisailler les cerneaux pour en faire une pâte. On a la limite d'obtenir une espèce de beurre. Voilà, donc deuxième étape, on va chauffer la pâte de noix en la mettant dans cette marmite. Le mélangeur qui se trouve au centre va brasser la pâte pour que le chauffage soit homogène. Pourquoi il faut chauffer? Tout simplement pour liquéfier l'huile, de manière à pouvoir l'extraire plus facilement après. Aussi, ça révèle les arômes. Ça développe les arômes, tout comme la torréfaction du café. Ça a un peu la texture du beurre de cacahuète et si on goûte, c'est excellent en fait. Vous le mettez sur du pain grillé. Oui, on peut rien vous cacher. Hein. Avec du sucre, c'est encore meilleur. Et un tout petit peu plus de calories comme ça. Donc là, la différence avec le vieux moulin, c'est que, vous avez vu, on presse à la main, on arrive à sortir 40 tonnes de pression quand on y va à 2 ou 3. Là, grâce à la force hydraulique et à un piston, on va sortir 100 tonnes de pression. Donc en gros, si je viens avec 12 kilos de noix, je repars avec combien de litres d'huile? Si vous êtes sage, avec 6 à 7 litres.
On vient du monde entier ici pour presser ces noix. Non, pas encore, parce qu'on reste dans un principe d'économie locale, mais c'est vrai qu'on travaille avec tous les départements limitrophes, plus l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. Et le Bas-Rhin aussi. Alors le Bas-Rhin est limitrophe du Haut-Rhin, effectivement, donc les gens viennent. Donc on a à peu près 800 familles qui amènent des noix et on doit avoir une centaine de barils. Vous l'avez compris, tous à vos casse-noix, l'association du Moulin fera de vous un apprenti huilier et vos salades, je vous le garantis, n'auront plus jamais le même goût. Avant de s'évader en roulotte chez Carole et Christian, je vous emmène à la pêche à bord d'un drôle d'engin. Ce bateau s'appelle un pontoon boat, il nous vient tout droit des États-Unis et bonne nouvelle, vous ne le trouverez qu'en Alsace. Pour l'instant, Jean-François est le seul en France à posséder ces petits joujoux. Idéal pour la pêche, il pourrait bien détrôner aussi nos amis les pédalos. Justement, Jean-François a donné rendez-vous à Adrien au lac de Crute pour une séance d'initiation. Donc c'est une embarcation gonflable. Type catamaran, hein, donc équipé de 2 chambres à air, un siège et repose-pied complètement réglable, ajustable à ta taille. Hein. Donc on se déplacera à l'aide de ces rames. D'accord. Et c'est une embarcation qui est extrêmement stable. Hein. Donc malgré le vent et les vagues qu'on a aujourd'hui, ça bouge absolument pas. Ça risque rien. Même dans la vague, tu ne seras pas en contact avec l'eau du tout. Hein. D'accord. Il te faudra une petite paire de bottes juste pour la pousser dans l'eau et une fois que tu es dessus, ben voilà, tu es à l'abri, c'est sécurisant. D'accord, voilà, très bien. Le métier de guide de pêche, c'est d'emmener des gens qui sont déjà à l'aise techniquement, que ce soit la pêche à la mouche ou la pêche au toc, essentiellement en rivière, et de leur montrer là où se trouvent les poissons, les conseiller sur quelle mouche, quelle appât utiliser. L'avantage par rapport à une autre embarcation, c'est en premier lieu l'encombrement. Ce type d'embarcation, une fois qu'elle est repliée, dégonflée, ça tient dans le coffre d'une petite voiture, hein, type 106 Clio. On n'a pas besoin d'outils pour le montage et pour le démontage, c'est uniquement des goupilles avec des attaches rapides. Et une fois qu'on l'a sorti du coffre, gonflé, réglé, c'est prêt à pêcher en 10 minutes. Donc c'est quand même exceptionnel. Par rapport à une barque de pêche conventionnelle, on n'a pas besoin d'emmener la remorque, on n'a pas besoin... et puis c'est beaucoup moins cher qu'une barque de pêche également. Hein. Moi, je pratique la pêche depuis plus de 25 ans maintenant et j'ai toujours voulu associer ma passion et ma vie professionnelle et c'est chose faite depuis l'année dernière, depuis juillet 2009. Jean-François vous attend pour tester son pontoon boat. L'essayer, c'est l'adopter. On est un peu au paradis là. Hein. Oui, c'est que de le dire. C'est juste magnifique chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous êtes tombé amoureux des ânes? Oui, amoureux des ânes, amoureux des chevaux, amoureux de la nature et envie d'un retour à la terre surtout. Et cette roulotte qui est derrière, c'est un gîte? Tout à fait, un gîte complet. Donc on peut accueillir donc, toute une petite famille qui a envie le temps d'un petit week-end d'avoir une petite vie de bohème. Et ça permet de faire une vraie coupure avec la ville en fait. Aujourd'hui, il faut innover hein, quand on fait gîte. Oui, mais je crois que les gens ont envie d'autre chose que d'une simple maison ou d'un simple gîte. Ils ont la passion, ils ont envie de retrouver aussi un petit peu ce calme et cette nature par les animaux et par tout ce qui se suit autour. Et pourquoi la roulotte? Ça symbolise quoi la roulotte? Ah, la roulotte, c'est un petit peu une histoire chez nous. Ça fait rêver, c'est le voyage? Voilà, c'est ça, c'est d'être un monde différent, ailleurs en fait. Dans quelques instants, Carole nous dévoilera la recette du pâté chaud de Tante Odile. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver Jean-Paul. Jardiner avec Outils Wolf, fabricant alsacien de tondeuses et d'outils de jardin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Vous m'avez commandé une lavande un peu particulière et je vois que vous allez la planter dans un pot. Une lavande dans un pot? Oui, d'abord toutes les lavandes iraient dans un pot parce que c'est très joli d'avoir des potées effectivement garnies de lavande. Mais celle-là en particulier s'appelle Dentata. Elle s'appelle Dentata, vous avez remarqué Caroline que son feuillage est très très différent des lavandes traditionnelles où il est beaucoup plus fin, grisâtre. Celui-là il est vert et puis les feuilles, les bords des feuilles sont effectivement dentés. Alors pourquoi celle-là forcément dans un pot?
tout simplement parce qu'elle n'est pas très rustique. Les autres lavandes supportent sans problème nos hivers. Celle-là ne supportera pas. Donc le fait de l'avoir dans un pot permettra d'avoir une belle touffe de verdure, bien sûr, avec des petites fleurs. Alors les fleurs, c'est pareil, ça va être des tiges plus hautes que le feuillage, avec des petites grappes de fleurs bleutées, hein, qui sentent très bon, mais déjà... Le feuillage, lui, il est extrêmement parfumé. Donc la mettre dans un pot, ça permettra, comme dit, de l'abriter pendant l'hiver et puis de la laisser, bien sûr, jusqu'à l'automne au jardin où elle va se développer. Et c'est un peu votre coup de cœur, hein, cette lavande? Absolument, parce qu'on est habitué à voir la lavande. Vous savez que l'autre lavande s'appelle tout simplement lavande vraie. Ça, c'est pas une fausse pour autant, mais il y a beaucoup de variétés. Il y a des lavandes papillonacées qui ont des fleurs qui sont effectivement plus ouvertes que les autres. Ouais, ça c'est mon coup de cœur pour son feuillage, parce que je trouve qu'il est vraiment très beau. Et vous savez qu'on peut l'utiliser aussi en cuisine, ou plutôt en dessert. On fait des glaces à la lavande. Vous récoltez les fleurs et vous les mettez dans vos armoires? Absolument, ça parfume le linge, hein, c'est très agréable. Hein, c'est joli comme ça, Caroline. C'est mignon tout plein. Ouais. Cela dit, la lavande dans les armoires, ça n'empêche pas de laver les vêtements. Hein. Ben non, hein, non, mais je n'avais pas dit... non, bien sûr, c'est pour garder les vêtements propres, pour les parfumer. Hein, comme ça, quand vous sortez, vous sentez la lavande. Il paraît que ça fait craquer toutes les filles. Un petit conseil. Jardiner avec Outil-Wolf, fabricant alsacien de tondeuses et d'outils de jardin. Carole, pour faire ce pâté de la tante Odile, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? Alors, il faut tout simplement 500 g d'épaule de veau, 500 g d'épaule de porc. Au départ, on coupe la viande en petites lamelles. On mélange donc le persil, les échalotes et le vin salé, poivré avec un petit peu de cerfeuil, un petit boulette, une feuille de laurier pour la marinade. Et on fait mariner la viande. Mariner la viande pendant à peu près une bonne nuit. Le lendemain, on fait une pâte brisée pour le fond du pâté et on fait une pâte feuilletée pour le dessus. On essore bien la viande, on l'étale en fine lanière, une petite couche d'oignon et de lardon. Et on ferme avec la pâte feuilletée. On fait notre petit trou, notre petit cheminée pour effectivement permettre l'évaporation. Et on le laisse combien de temps au four? Une bonne heure. Merci Carole, merci Christian de nous avoir fait découvrir votre quotidien, votre roulotte. Je vous invite à venir, venez découvrir cette vallée de la Thur encore plus en détail. Et puis si vous avez découvert des trésors, vous nous contactez. Hein, on reviendra faire une émission. Et si vous n'avez pas tout suivi, si vous voulez revoir la recette de Carole ou le début de l'émission, eh bien rendez-vous sur le site internet www.alsace20.tv. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Au revoir. Au revoir Caroline.